Je vais peut-être rappeler la ligne éditoriale de cet ouvrage. Il se trouve que cet état des savoirs rentre dans une collection qui a pour fonction de proposer une synthèse de travaux de recherche, généralement sur une dizaine d'années, concernant une thématique. Et la revue Hommes et Migrations, qui, à la fin des années 90, était dirigée par Philippe De Witt, qui a vraiment fait de cette revue une revue à caractère scientifique, avait proposé un premier état des savoirs qui s'intitulait à l'époque « Immigration et intégration ». Et 10 ans plus tard, on est revenu les voir. Quand je dis on, c'est en fait les membres du comité de rédaction de la revue Hommes et Migrations, qui, à partir de 2007, est devenue une revue publiée par le Musée de l'Histoire de l'Immigration, actuellement situé au Palais de la Porte Dorée. Et on a eu envie de réactualiser cet ouvrage. Et en voulant réactualiser cet ouvrage, on s'est aperçu que le sommaire devait considérablement changer parce que les situations migratoires avaient changé, parce que la place de la France dans les grandes mobilités internationales avait changé, et parce que aussi, bien sûr, les recherches avaient beaucoup évolué en thématiques, en problématiques, et de nouveaux chercheurs étaient arrivés dans le domaine. Et donc, on a voulu rendre compte de tout ça. Ce fut un long travail assez laborieux. On a contacté 35 auteurs qui ont tous été très enthousiastes, vraiment, parce qu'il leur semblait effectivement important de pouvoir communiquer sous forme d'une synthèse extrêmement contraignante. Les formats de la collection État des savoirs à la découverte sont très précis. Et parfois, pour certains chercheurs, ce n'est pas du tout évident de ramasser 10 ans de production sur son thème de spécialisation pour en faire un article qui soit accessible à des personnes non spécialisées sur les questions, avec des références bibliographiques qui soient les premières références à lire impérativement et couvrant la période, dans un langage donc accessible, et en mettant en avant les principales problématiques et avancées de la recherche sur leurs questions. Donc c'est ce qu'on a voulu faire, c'est ce que j'espère on a réussi de faire. Et ce soir, on va vous présenter cet ouvrage uniquement sous l'angle, je veux dire, de la Méditerranée, de ce que cet ouvrage peut vous dire de l'évolution des situations migratoires en Méditerranée, tout simplement parce qu'à l'IREMO, c'est la thématique principale et qu'il nous semblait intéressant de pouvoir présenter cet ouvrage sous un angle restreint, mais non moins prioritaire. Donc, je vais passer la parole à Serge Weber pour qu'il complète peut-être cette première et rapide présentation. Peut-être qu'il voudra aussi vous parler de l'article qu'il a rédigé concernant les réfugiés, la problématique des réfugiés, qui souvent est dissociée de la problématique des migrants. Donc peut-être nous fera-t-il aussi un point sur la situation des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile en Méditerranée. C'est vraiment une question conflictuelle, d'actualité brûlante, on va dire. Puis Aïssa Kadri nous parlera d'une problématique qui est très intéressante, qui est fondamentale de plus en plus, qui touche en fait à ce qu'ils appellent, ou ce qu'on appelle dans votre spécialisation le mercato des compétences, c'est-à-dire ces migrations de personnes qualifiées qui sont presque tractées ou recrutées à l'international selon des logiques extrêmement concurrentielles de nos jours. Et enfin, Michel Perradi nous parlera, peut-être que vous devriez même parler avant les autres, l'article de Michel Perradi essayait d'analyser ce qui se joue en termes de circulation migratoire en Méditerranée actuellement, dans les relations entre le Maghreb et l'Europe. Voilà, donc je propose que chacun d'entre vous présentiez en une quinzaine de minutes, si c'est possible, et puis qu'après, on puisse effectivement avoir un échange avec vous pour préciser, commenter, compléter ces informations. Merci beaucoup à tous d'être ici. Merci Marie pour cette présentation et merci aussi à Michel et à Aïssa d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Donc effectivement, sur cet ouvrage, peut-être vous l'avez déjà constaté, cet ouvrage a essayé de montrer comment la position de la France a changé dans la question des migrations et dans les premiers chapitres qui sont regroupés dans la première partie, des thèmes généraux, c'est-à-dire des thèmes de cadrage, notamment des thèmes de cadrage historique, des rappels sur l'évolution de la recherche en histoire de l'immigration en France
qui a beaucoup évolué et qui a apporté des éléments très importants pour le débat sur la question aujourd'hui, le débat citoyen, le débat politique, et un certain nombre d'autres questions, notamment sur la question de la place des migrations dans les relations internationales de la France, je ne sais plus exactement les nombres des chapitres. Et donc ce petit chapitre que nous avons fait avec Albena Cholakova, qui est une sociologue spécialiste des réfugiés, sociologue qui travaille donc en France depuis de nombreuses années. Et nous avons essayé de reprendre dans ce chapitre le chapitre de l'état des savoirs précédents, même si ce n'est plus vraiment... ils n'ont plus grand-chose à voir, ces deux états des savoirs, mais enfin quand même, celui dirigé par Philippe de Witt, qui proposait justement une typologie, c'est-à-dire comment faire une typologie, c'est-à-dire comprendre les différentes catégories d'étrangers, de migrants et d'immigrés et de réfugiés en France, et à essayer de la faire, c'est-à-dire à essayer d'actualiser ce chapitre-là. On s'est rendu compte qu'il était très difficile de reprendre des catégories qui sont finalement des catégories très fortement liées aux enjeux statistiques, administratifs de la migration. Donc, pendant longtemps, on a hésité. On s'est dit que mélanger dans un seul chapitre les catégories de migrants et les catégories de réfugiés n'était pas une bonne idée. C'est-à-dire que ce sont deux questions qui ont des enjeux qui leur sont propres. Les mélanger n'est pas forcément une bonne idée parce que la question du droit d'asile, c'est une question qui est, je ne sais pas comment dire, elle est englobante, elle est surplombante, elle est là, on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas la mélanger à des problèmes ou des enjeux ou des stratégies nationales de gestion de la migration. Cependant, dans la réalité des choses, c'est ce qui se passe pourtant. C'est-à-dire que finalement, on devrait espérer pouvoir différencier ces deux catégories, mais dans la réalité, les réfugiés se retrouvent à être dans des situations, dans bien des cas, de migrants. Et voilà. Donc, ce travail nous a amené à dire que finalement, une typologie, c'était pas possible. C'est-à-dire que voilà, on peut pas différencier. On peut pas différencier migration de travail, migration familiale, migration économique, migration politique, migration forcée, migration pas forcée. Toutes ces façons de catégoriser les migrants sont finalement difficilement opératoires. En revanche, ce qui est très évident, c'est que les différentes sources dont on dispose pour quantifier le phénomène migratoire en France, par contre, elles sont vraiment, pour le coup, c'est des catégories, et ces catégories sont performatives, c'est-à-dire qu'elles mettent les gens dans des boîtes et en fonction des possibilités, c'est-à-dire c'est surtout des possibilités d'accès à certaines reconnaissances, et les premières reconnaissances étant les documents de voyage et les titres de séjour, quels qu'ils soient. Donc, on a été obligé de faire un petit bilan, voilà, de ces situations. Donc, le premier thème qui nous est paru important, c'est de travailler sur la question des visas, c'est-à-dire comment il est possible d'obtenir un visa, ou justement difficile, voire impossible, dans certains cas, d'obtenir un visa pour la France. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas sortir la France du contexte européen, puisqu'elle est liée, d'une certaine manière, à un certain nombre d'engagements qui sont de plus en plus contraignants, mais sans remettre en question la souveraineté des États en Europe. Mais en tout cas, ces engagements européens, ces différentes directives qui ont été mises en place, ces dispositifs, et en particulier pour ce qui est de l'Europe, tout ce qui concerne le contrôle des individus à distance, c'est-à-dire comment dans les consulats, en fait c'est dans les consulats que se joue la frontière, on ne peut plus forcément arriver jusqu'à la frontière, jusqu'au territoire, donc ça c'est un point très important, le poids du guichet dans les consulats, le poids des politiques consulaires, notamment d'externalisation de la délivrance des visas dans certaines ambassades, où vous avez des entreprises privées à qui on délègue cette charge. Et de ce fait, les migrants, dans certaines situations, sont face à une opacité administrative, à des prix, des tarifs des visas de plus en plus élevés. Et évidemment, ce sont les pays qui sont désignés comme étant des pays à soi-disant forte pression migratoire, que ce soit le cas ou pas, qui se retrouvent pénalisés par rapport à d'autres. Donc, ce qui nous a intéressé, c'est de voir comment il y a une discrimination opérée dès le départ parmi les voyageurs potentiels des différents pays du monde vers l'Europe. Et cette discrimination, c'est une discrimination qui engage très fortement les relations bilatérales de la France avec les pays tiers, ou en tout cas les relations bilatérales de la France avec les pays tiers au sein des partenariats européens. Voilà. En particulier, de ce point de vue-là, la politique européenne de voisinage, qu'on connaît assez mal, qu'on vit assez peu en tant que citoyen
avec papier ou personne avec papier en France, cette politique européenne de voisinage, elle est très forte, elle pèse très lourd dans cette gestion de l'immigration, puisqu'elle délègue généralement la question de la sélection des voyageurs, donc des potentiels migrants, aux pays qui sont aux marges de l'Europe, donc qui sont voisins des pays européens ou qui sont voisins des pays candidats à l'intégration, enfin à l'adhésion à l'Union européenne. Donc cette question des visas, c'est une question qui est primordiale pour comprendre pourquoi il y a ensuite des sans-papiers, pourquoi il y a des arrivées dans des situations dramatiques dans la Méditerranée, pourquoi il y a l'existence des centres de rétention, etc. C'est vraiment le point de départ pour tout comprendre. Le deuxième aspect qui nous a intéressé, c'est la question des statistiques sur les arrivées, donc les entrées, comment on compte les entrées. Et ce décompte des entrées, c'est évidemment par les permis de séjour que l'on peut se rendre compte. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que depuis, en gros, les années 2000, c'est pour ça que ces 10 ans de recherche, publiés certes en 2014, mais l'idée date depuis le début des années 2010. Donc en gros, c'est le bilan des années 2000 finalement. Et ce bilan des années 2000 montre que la question des permis de séjour, elle a été, je ne sais pas si on peut dire outrageusement, mais exagérément médiatisée, portée sur le devant de la scène, avec des déclarations qui finalement étaient ambiguës. C'est-à-dire qu'on se rappelle du moment où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, et on en a retenu pour certains une politique finalement relativement, je ne sais pas comment dire, d'une certaine manière hostile à l'immigration familiale, c'est-à-dire cette opposition entre immigration subie et immigration choisie, c'était bien des entrées qu'il s'agissait, et qui essaie de dire il faut privilégier l'immigration économique. Et l'objectif annoncé était un objectif de 50%, c'est-à-dire arriver à 50% des entrées d'immigration économique, ce qui signifierait que la France serait un pays ultra attractif. C'est-à-dire ce serait vraiment le pays où il faut venir pour réussir, et un pays très ouvert. Enfin, voilà, c'est modèle canadien, modèle américain, australien, je ne sais pas, mais... Et sans que... Oui, même si on en a parlé, il a été question... Voilà, c'est des débats qui ont eu lieu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, on est très loin du compte. C'est-à-dire que l'immigration économique, c'est une minorité, vraiment une petite minorité des entrées, même si... Et c'était quand même une déclaration de Nicolas Sarkozy qui montrait la dimension libérale, c'est-à-dire de dire il faut relancer l'économie, il faut sélectionner des travailleurs qualifiés, etc. Ce n'est pas une politique de la porte fermée, mais bien une politique de la porte entrouverte. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, la première catégorie d'entrée, ce sont les étudiants, donc des migrants qui sont voués à être des migrants temporaires, surtout qu'après, on a compris que pour des étudiants étrangers, devenir travailleur immigré, c'est-à-dire devenir travailleur étranger avec un permis de séjour qui ne soit plus le permis d'étudiant, c'est finalement un moment très difficile à négocier pour ces étudiants, même les plus qualifiés. Et ces étudiants sont à égalité à peu près avec la migration familiale. Et en fait, la migration de travail vient bien après, et très loin derrière, les questions de réfugiés, de migration humanitaire ou pour raison de santé. Donc la deuxième chose qui nous a intéressé, c'est de voir que finalement, il est très difficile de différencier migration familiale et économique, puisqu'il est rare que quelqu'un qui vienne pour un motif de travail n'ait pas de vie familiale, ou en tout cas sépare pendant très longtemps sa vie familiale et sa vie privée. Donc, dans la plupart des cas, c'est mélangé. Et d'autre part, les migrations pour motifs familiaux sont des migrations de gens qui vont en général travailler aussi. Donc, cette différenciation, elle part déjà sur de très mauvaises bases. Finalement, les entrées sont liées. Voilà. Et la dernière chose, c'est que les réfugiés, finalement, sont très, très, très peu nombreux. C'est-à-dire qu'on a des discours souvent qui exagèrent le poids des demandeurs d'asile, mais la façon de compter les demandeurs d'asile, finalement, elle est biaisée par bien des choses. C'est-à-dire qu'en fait, pour la plupart des personnes qui pourraient demander l'asile en France, seule une toute petite minorité est admise à demander. C'est-à-dire arriver jusqu'à cette étape, qui est la première étape d'un long parcours théoriquement, cette première étape-là est devenue une étape très difficile à atteindre, parce que déjà, il faut pouvoir arriver jusqu'au territoire. Et arriver jusqu'au territoire, avec une politique de visa telle que on la connaît, et les difficultés d'accès au territoire européen quand on ne peut pas accéder au visa, c'est-à-dire quand on est contraint de faire une migration qu'on appelle clandestine, c'est-à-dire sans le document de séjour qui vous permet de prendre des moyens de transport habituels. Cette migration est devenue extrêmement chère, c'est-à-dire, et là, c'est pas que un cas français, c'est un cas pour tous les pays européens. Avant, je me rappelle quand je faisais ma thèse sur l'Italie, donc il y a une dizaine d'années,
la migration qui venait, par exemple, d'Afghanistan ou voilà, on va dire pas tout à fait de la Chine, mais des régions de l'Asie, Asie centrale, Asie du Sud, on comptait 2 000 à 3 000 euros pour un voyage sans papier vers l'Europe. Et aujourd'hui, on est à des chiffres qui sont bien plus élevés, c'est-à-dire qu'on est entre 13 000 et 15 000 euros. C'est devenu une véritable fortune que de pouvoir engager ce voyage. Donc, ce qu'il faut retenir de cela, c'est que finalement, les réfugiés sont extrêmement sous-représentés par rapport au phénomène, c'est-à-dire par rapport au nombre de personnes qui auraient droit, au titre de la Convention de Genève, de demander l'asile en France. Et deuxièmement, le taux de refus a considérablement augmenté, c'est-à-dire que pouvoir obtenir, une fois qu'on a fait cette demande, le statut de réfugié statutaire, être reconnu comme tel, finalement, c'est devenu une grande rareté. Et de ce point de vue-là, la France a participé avec les autres pays européens à cette politique de l'asile harmonisée, c'est-à-dire une politique européenne de l'asile qui voudrait standardiser les procédures, alors qu'on sait que dans certains pays, on a 0,1% de taux d'acceptation et dans d'autres des taux bien meilleurs. Donc on dit toujours l'Angleterre serait un Eldorado. Non, c'est pas un Eldorado, c'est du pragmatisme. On a un peu plus de chances d'obtenir l'asile en Angleterre, en Allemagne, en Suède et en France aussi, mais la France n'est pas en première position. Et donc, de ce point de vue-là, l'européanisation des politiques de l'asile a fait reculer considérablement le droit d'asile. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, faire un recours devient très difficile. Et ce qui est observé, c'est que finalement, les questions d'entrée, c'est-à-dire cette impossibilité ou cette très grande difficulté d'accéder aux possibilités juridiques, légales de demander un statut, fait que finalement, c'est au tribunal que ça va se passer. C'est-à-dire que les affaires, beaucoup d'affaires dans les tribunaux sont consacrées à des questions de migrants sans papier ou de réfugiés qui veulent faire un recours, etc. Et qui, comme c'est décalé vers les tribunaux, engorgent considérablement les tribunaux, retardent les procédures et font qu'on est dans une situation qui devient kafkaïenne pour la plupart des personnes concernées. Et le dernier point que je voulais soulever, et ça c'est Albena Chorakova qui est spécialiste de cette question, donc je parle sous son contrôle, mais elle n'est pas là malheureusement, c'est que la question des réfugiés, c'était aussi une migration de travail finalement. C'est que la plupart des réfugiés travaillent, ont des difficultés pour avoir un travail et un statut correct, et que la vie matérielle d'un réfugié en France et dans les autres pays européens, c'est une vie très difficile. Pour quelle raison? C'est qu'en fait, les décisions européennes ont fait que l'harmonisation de l'asile, c'est d'accorder le statut approprié à toutes ces personnes. Or, parmi les statuts, il y a le statut conventionnel, Convention de Genève, qui est un statut protecteur, qui dure longtemps. Mais il y a aussi 2 autres statuts, le statut de la protection subsidiaire, comme on l'appelle, c'est-à-dire en France, ça correspond à ce qu'on a appelé pendant un temps l'asile territorial, c'est-à-dire pour des raisons qui ne sont pas tout à fait dans les cadres de Genève, mais qui sont reconnues comme « Ah, effectivement, vous avez de bonnes raisons de demander l'asile ». Ça donne le droit de rester 1 an. C'est qu'au bout d'1 an, on est de nouveau à rechercher. Donc on passe sa vie dans les associations, dans les situations catastrophiques pour essayer de se régulariser quand même. Enfin, d'avoir un papier, pardon, pas de se régulariser, mais d'avoir de quoi rester en France. Et l'autre protection, c'est la protection temporaire en cas d'afflux massif. Et cette protection temporaire a concerné beaucoup de l'Italie, puisque c'est une protection qui dure beaucoup moins longtemps, qui dure 6 mois, et qui est extrêmement précaire, qui ne va pas vous permettre d'envisager un parcours à long terme. Donc cette question des réfugiés, en fait, elle est très liée aussi à une question de main-d'œuvre bon marché, c'est-à-dire main-d'œuvre peu payée, disponible, qui va devoir, dans son parcours entre pays européens, avoir des pis-aller qui sont extrêmement compliqués et donc qui interrogent sur le devenir du droit d'asile en Europe et en France aujourd'hui. Merci Serge. Donc, dans cette première partie qui s'intitule « La France et l'immigration internationale », on a 7 articles, dont celui de Aïssa Kadri et de Khalifa Messama, qui essaie de montrer effectivement comment se situe la France par rapport à ce que vous appelez les diasporas de connaissances, donc toutes ces migrations de personnes qualifiées qui vont répondre aux besoins d'un marché international de plus en plus concurrentiel, qui traque les bonnes compétences au bon moment. Et quelle est la place de la France en termes d'attractivité dans ce grand marché international? Merci Marie, merci Serge pour l'invitation. Bonsoir et merci pour votre attention, d'avoir pris le temps de venir nous écouter. Voilà. Donc moi, j'ai avec mon collègue Messama Khalifa, qui est économiste, moi sociologue, on s'est donc attaqué à cette question des migrations intellectuelles.
Ceci étant, parce qu'on avait au sein de l'Institut Maghreb Europe, dans lequel on travaille à Paris 8, démarré des programmes de recherche sur les nouvelles migrations. Et notamment, on a eu un FSP, un Fonds Solidarité Prioritaire, sur les nouvelles migrations du Maghreb vers l'Europe. Ce FSP s'était clôturé il y a 2 ou 3 ans. Il y a un ouvrage qui vient de sortir justement chez Cartala sur question de ces nouvelles circulations avec une trentaine d'entretiens avec ces nouveaux migrants. Alors, comment aborder la question? En fait, la migration des intellectuels vers la France, notamment des pays d'Afrique, des pays coloniaux, n'est pas nouvelle. C'est une vieille migration. Entre les deux guerres, au moment des années 50, il y a eu ici en France beaucoup, disons, d'intellectuels maghrébins qui étaient là, qui ont certains terminé leurs études, d'autres qui sont installés, d'autres qui ont séparé la France coloniale de la France des droits de l'homme, et venant ici en France, voulant continuer leurs études. Et on a disons, la mouvance du nationalisme indépendantiste, beaucoup d'intellectuels, je cite de mémoire, qui sont devenus des dirigeants au Maghreb, Bourguiba, Ferhat Abbas, Boumengel, Allel Fassi, etc. Et notamment, il y avait une union des étudiants, la AMNA, qui était nord-africaine. À l'époque, on ne parlait pas d'État-nation, mais nord de l'Afrique. Donc, ces intellectuels étaient ici. Et certains sont retournés au moment des indépendances. Donc, mais ils étaient peu nombreux. La caractéristique des migrations de cette époque, c'est des migrations paysannes et ouvrières. En gros, disons jusqu'à la fin des années 300, jusqu'au milieu des années 70. Et puis, à partir de la fin des migrations de travail sous Giscard d'Estaing, les choses la migration familiale a continué, mais on a un basculement, je dirais, générationnel à partir des années 90. Dans notre étude, nous datons, en fait, disons, ces nouvelles migrations à partir de la chute du mur de Berlin. En gros, c'est à partir de là, et notamment d'ailleurs du point de vue des migrations intellectuelles et des migrations scientifiques de compétences, puisqu'on envisageait des pays de l'Est, des pays de l'ancien bloc soviétique, beaucoup d'intelligence et d'intellectuels qui devaient venir en France. Beaucoup sont passés par la France, sont allés aux États-Unis et ailleurs, certains sont restés. Mais enfin, disons, c'est le moment fondateur de cet espace-temps générationnel qui démarre avec les années 90, qui voit des nouvelles migrations d'opposition et migrations paysannes et ouvrières. On a des migrations de personnes, d'individus qui ont des capitaux culturels, notamment par rapport aux pays du Sud, puisqu'il y a eu toutes les années développementalistes où on a beaucoup investi sur l'éducation, la scolarisation. Donc on en voit les fruits à partir des années 80, et ce sont ces produits des systèmes d'enseignement, j'allais dire, massifiés, qui arrivent sur les marchés du travail à partir des années 90 et qui envisagent donc leur avenir, notamment à partir du désenchantement national développementaliste, c'est-à-dire des années 80-90, qui envisagent leur avenir en Europe et dans le monde. On a donc des nouvelles migrations de gens diplômés, ou du moins qui ont des capitaux culturels et qui, disons, relatifs. Mais c'est des gens diplômés qui arrivent et qui commencent à arriver en tant qu'étudiants au départ. Il y a donc, nous avons publié d'ailleurs un ouvrage à ce titre, Les Marocains, la première génération des jeunes étudiants qui avaient subi la répression dans les années 70, 60, 70, 80, qui sont installés en France, sont devenus français, se sont installés. Il y a un ouvrage donc, de Bruno Lafort sur cette question, des Marocains de la première génération, disons, de la deuxième génération, pardon, des diplômés qui sont installés en France. Et disons, pour ce qui est de l'Algérie, il y a des vagues dans les années 60-70, mais qui sont retournées. Ce sont des gens qui ont été envoyés parce que l'Algérie avait de l'argent, elle a envoyé des gens se former, et ces gens sont retournés à partir des années 80. Et ensuite, c'est au moment du démarrage de la guerre civile qu'on retrouve ces gens ici, qui
pour beaucoup, sont venus, ils avaient constitué des réseaux à la fois politiques, des réseaux disons, de travail professionnel et qui sont revenus à partir des années 90. Donc on voit bien une scission à partir des années 90 comme, disons, nouvelle génération, un nouvel espace-temps de référenciation, d'identification, qui a la même respiration idéologique, avec une globalisation, une mondialisation qui s'élargit, s'approfondit, et avec des nouvelles circulations. Si bien que pour le Maghreb, par exemple, et on parlera tout à l'heure de l'Afrique, ces nouvelles circulations vont, disons, se diversifier, se différencier. On a des migrations qui vont vers les pays, d'autres pays que la France. Les Algériens restent dans la relation, disons, franco-algérienne. Ils viennent massivement plus ici. La France devient un pays de transit pour beaucoup, qui vont au Canada, qui vont ailleurs, dans les pays du Nord, aux États-Unis. Mais on a des migrations vers les pays arabes, vers les pays du Moyen-Orient, les pays du Golfe, vers l'Asie, qui sont nouvelles, vers la Malaisie, l'Indonésie, la Chine, etc. Aujourd'hui, les Maghrébins, de manière générale, migration féminine qui va vers le Moyen-Orient, marocaine féminine qui va vers les pays du Moyen-Orient. Donc, disons, les circuits se différencient, se complexifient, et on a de nouvelles destinations. Il y a aujourd'hui aussi des migrations vers les pays d'Afrique, intra-africaines, qui sont d'ailleurs les plus nombreuses que celles qui viennent de l'Afrique vers ici. Et dans ces migrations intra-africaines, on a des communautés maghrébines aujourd'hui en Afrique du Sud. Et dans l'Afrique de l'Ouest, il y en a de plus en plus, et des migrations de diplômés, d'intellectuels, d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs. Ces migrations aussi se féminisent. Alors, on voit bien que, disons, c'est plus de la moitié de ces nouvelles migrations qui sont des femmes, qui s'installent, qui d'ailleurs partent seules, qui s'autonomisent par rapport au milieu familial, au milieu communautaire, à la tribu, à la famille, qui s'émancipent de ces liens et qui partent, viennent travailler. Ce sont des femmes aussi diplômées. Voilà pour le panorama. Je vais vous donner quelques statistiques. Effectivement, la question des statistiques, Serge en a parlé, est très difficile du point de vue de la catégorisation, du point de vue du repérage, parce qu'il est très difficile aujourd'hui de repérer, disons, ces diplômés en fonction de la nationalité, parce que beaucoup ont été naturalisés. Et par exemple, on s'était attaqué sur l'enseignement supérieur et la recherche pour distinguer. Les gens, on a trouvé au CNRS qu'il y avait 34 directeurs de recherche de nationalité, disons, d'origine, marocaine, 17 marocains, 19 algériens, 12 tunisiens. Mais si on prend les binationaux, c'est-à-dire que certains sont comptabilisés comme français, qui sont naturalisés, ça devient, le nombre augmente, on a autour de 150 chargés de recherche et directeurs de recherche. Idem pour l'enseignement supérieur. Donc il est difficile de trouver des statistiques, de les sérier, de les distinguer du point de vue donc, de ces diplômés. Alors sur les médecins, par exemple, on a 12 000 médecins étrangers en France. 12 000 médecins étrangers, statistique quasiment officielle, où la part des Algériens représente 20% à peu près, à 2000 et quelques médecins, les Marocains à 18%, 17,9%, les Tunisiens à 14%, et la grande majorité roumaine à 30%. Et puis il y a des Africains, par exemple, il y a plus de médecins burkinabés en France qu'il y en a au Burkina. Vous voyez les choses, comment elles se reconfigurent aujourd'hui. Il y a donc des médecins libanais, syriens, etc., qui constituent, disons, le reste de ces 12 000 médecins étrangers. Donc d'un point de vue statistique, on a ici ou là des statistiques et on voit bien qu'il y a, disons, quelque chose qui est de l'ordre d'une croissance, d'une augmentation de ces circulations et de ces circulations de diplômés. Et de circulation de diplômés hautement qualifiés.
Hein. C'est-à-dire qu'au fond, à partir des années 90, on s'aperçoit que les causes ne sont pas strictement économiques. Au fond, les gens viennent. La raison économique peut-être est toujours là pour un ensemble de catégories, notamment les jeunes, qu'on caractérise comme les haragas, mais il y a d'autres catégories qui veulent donner du sens à leur vie, qui sont bloqués dans leur ascension sociale, qui sont bloqués dans leur travail, qui vivent, disons, la répression, les contraintes politiques et l'autoritarisme comme étouffant, etc. Et c'est donc ces diplômés qui partent, qui veulent donner du sens à leur vie. Et on a des gens installés, des médecins qui ont la cinquantaine, qui ont des enfants scolarisés, etc., qui partent. Et on en a vu récemment quelques-uns qui avaient plus de 60 ans, qui sont installés au Canada. Donc, il y a des catégories, il y a des causes, j'allais dire, qui sont autres qu'économiques et des raisons subjectives, hein, de recherche de liberté, de donner du sens à sa vie, de vouloir se réaliser la scolarité, l'éducation de ses enfants. Ça, on n'est plus dans la vieille génération où les causes étaient strictement économiques. Alors, si je prends quelques statistiques, ce phénomène, on le trouve aussi pour la France. Hein. Il y a actuellement un rapport qui est en train d'être fait pour le Sénat ou qui a été fait récemment, où il est très contradictoire de ce point de vue-là, où on voit bien que les jeunes Français aussi partent à l'étranger. Par exemple, les statistiques que j'ai qui sont tirées d'un rapport de 2009 montrent que la part des résidents français a augmenté de 50%, de résidents diplômés du supérieur français, de 50% dans les pays de l'OCDE, passant de 150 000 à 300 000 Français hautement qualifiés qui résident dans les pays de l'OCDE. C'est-à-dire, elle a quasiment doublé. C'est-à-dire, les jeunes Français vont dans d'autres pays, en Grande-Bretagne, dans d'autres pays de l'OCDE, s'installer pour aussi trouver du sens, se réaliser et contourner, et même d'une certaine façon être dans des situations d'ascension sociale ailleurs qu'ici. Alors, dans le même temps, la France reste le pays des destinations, premier toujours des diplômés, personnes qualifiées venant du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Les Maghrébins, les Africains du Sud ne vont pas ailleurs qu'en France, même si je disais tout à l'heure qu'il y a des circulations intra-africaines. Annie Winokur parle d'un véritable jeu de chaises musicales. Vous avez les Kenyans qui vont en Afrique du Sud, les gens d'Afrique du Sud qui vont en Australie, etc. Ça circule dans tous les sens du point de vue des diplômés. Alors, du point de vue du Maghreb et de l'Afrique du Sud, vous avez 60% Algérie, Maroc 36%, Tunisie 30%, qui sont les principaux fournisseurs de personnes qualifiées en France. Pour l'Afrique subsaharienne, la France est la destination principale de 40% des Ivoiriens qualifiés, de 60% des Congolais et de 80% des Gabonais. Donc, je veux dire, quasiment, l'ancien empire colonial fournit toujours en France des personnels hautement qualifiés pour la France. Alors, quoi dire d'autre sur ces... Alors, la question, disons, qu'on a abordée aussi, c'était quelle politique a la France vis-à-vis, disons, de ses diplômés, comment elle les reçoit, comment... Alors, Serge en a parlé très vite, on peut développer peut-être dans les débats. La politique de l'immigration choisie qu'avait... à l'époque, voulu mettre en place Sarkozy, hein, qui avait pour objectif, disons, de ramener le flux des migrants à hauteur de 150% des flux d'entrée de personnes hautement qualifiées, a été un échec. On s'est aperçu, a été un échec. Et en réalité, les statistiques aujourd'hui, l'immigration donc hautement qualifiée professionnelle ne correspond aujourd'hui qu'à 14,6% des entrées annuelles. L'immigration familiale reste la principale voie d'entrée régulière et elle totalise 45% des flux d'entrée en France. Ce qui fait qu'ils ne sont pas qualifiés. Voilà.
Et c'est ce qui fait dire à François Héron, par rapport aux objectifs que les politiques d'immigration s'étaient fixés initialement par la politique Sarkozy, c'est un véritable échec. On a essayé de revenir, on peut en parler du point de vue des lois. Hein. Là, il y a eu les circulaires Valls en 2011 qui sont revenus sur ça. Et puis là, on est en train de vouloir rediscuter de ces questions, hein, de l'immigration choisie, et de voir comment la France peut se placer dans ce véritable marché des compétences. Alors, ce que je peux dire très vite aussi, c'est, voilà, j'ai deux mots, et puis peut-être tout à l'heure, c'est que, en gros, on voit bien que ces choses, ça se mondialise, ça circule dans tous les sens, et ça correspond, à mon sens, à une internationalisation des systèmes d'enseignement, hein, qui fonctionnent selon un système hiérarchisé, hein, qui lui-même correspond en affinité avec une hiérarchie des systèmes productifs à l'échelle du monde. En fait, on est presque dans une reproduction de la situation coloniale. C'est-à-dire qu'au fond, dans les sociétés du Sud, au fond, c'est massifié. On a des systèmes complètement asphyxiés et ils fonctionnent un peu comme viviers dans lesquels on va prendre les meilleurs, hein, parce qu'il y a ici ou là, par exemple au Maroc, il y a 24 aujourd'hui universités ou instituts d'enseignement supérieur privés, internationalisés, etc. On prend ceux-là, on les fait venir, c'est un moindre coût de formation, et puis on les retourne dans ces multinationales. Par exemple, si on voit aujourd'hui France Télécom ou Total, etc., ils prennent des gens qui sont hautement diplômés de ces pays, ils les socialisent, ils les forment et puis ils les renvoient en Arabie Saoudite, en Angola. Il y a beaucoup de Maghrébins en Angola qui travaillent pour les sociétés étrangères, en Afrique, etc. Il y a une espèce donc de pillage, j'allais dire presque, de braconnage de ces catégories de hautement diplômés qui sont renvoyées dans ce système mondialisé vers ces pays d'origine. Alors, juste le dernier point, il me semble que ça définit beaucoup ça reconfigure les rapports entre les pays donc, du Sud et les pays du Nord, à la fois du point de vue politique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue de vision des uns et des autres, hein, parce qu'aujourd'hui, ça circule, et puis certains parlent du brain gain, c'est-à-dire, avec l'exemple chinois et l'exemple hindou, que ces diasporas peuvent, d'une certaine façon, relancer les choses dans les pays d'origine pour peu que des processus de démocratisation se mettent en place ici et là. On l'a vu d'ailleurs pour la Tunisie, passer les 15 000 Tunisiens qui sont sortis au moment de la chute de Ben Ali, les gens se sont stabilisés et finalement beaucoup sont rentrés aussi, ils se battent aujourd'hui sur place pour faire avancer leur société. Ils vivent sur place, disons, dans la société tunisienne où ils sont engagés dans les luttes. Alors, voilà les questions, disons, essentielles pour nous aujourd'hui, qu'on a essayé de développer, c'est finalement ces relations politico-idéologiques de vision des uns et des autres par rapport à ces migrations. On parlera tout à l'heure peut-être ces questions qui traversent aussi la société européenne, la société française, de l'islamophobie, de la question de la laïcité, de la sécularisation. Moi, je pense que ces diasporas intellectuelles, elles sont une richesse pour ces sociétés et que d'une certaine façon, à la fois, elles sont l'aiguillon des sociétés du Sud parce que les gens regardent ces moyens modernes de diffusion, ces satellites, ces télésatellitaires, ça discute autour des questions qui sont posées ici, ça peut faire avancer les choses du point de vue de la sécularisation du Sud et inversement, les gens du Nord regardent aussi ce qui se passe du Sud et on a aujourd'hui, du point de vue de ces processus, beaucoup de forums de migrants qui vont vers ces pays, qui essayent de développer sur place, essayent d'avoir disons, des activités de développement sur place dans la société marocaine, algérienne, peut-être moins algérienne, mais plus marocaine aujourd'hui. Voilà, mais je pourrais revenir peut-être sur d'autres questions. Merci Aïssa. Donc, dans une deuxième partie qui s'intitule « Des populations immigrées aux diasporas »,
on a essayé de rassembler des travaux qui portaient plus particulièrement sur des populations spécifiques en fonction d'une origine. On a finalement adopté un principe de fusion et on a rassemblé en un seul article toutes les analyses qui portent sur les populations immigrées d'origine européenne, qui jusqu'en 1990 sont quand même majoritaires en France, parce qu'il nous a semblé qu'il y avait moins de travaux et que finalement c'était plutôt un mouvement qui marche pas. Merci. De vieillissement, mais peut-être que la crise actuelle que traverse l'Europe renouvelle un certain nombre de flux, notamment espagnols, portugais, italiens, vers la France. On a beaucoup insisté sur des diasporas qui étaient moins connues, qui n'avaient pas été abordées lors du premier état des savoirs, notamment les diasporas chinoises, indiennes, puisqu'il y a eu pas mal de travaux. Et puis, on a parlé aussi des migrations subsahariennes, avec leur particularité justement d'être multisituées. Et donc Michel Peraldi, dans cette deuxième partie, nous a proposé un article qui montre un peu comment évolue le modèle des migrations du Maghreb vers l'Europe, en partant d'une situation coloniale vers une situation de fragmentation extrême, de diversification extrême de ces flux migratoires. Merci. Alors, moi aussi, je vais remercier tout le monde, etc. C'est toujours comme ça. On remercie. Alors, je voudrais faire 3 préalables par rapport à ce que je voulais dire. Je vais essayer d'être bref, rassurez-vous. La première chose, c'est que je pense qu'on n'a jamais été aussi... on n'a jamais eu un écart aussi grand entre ce que l'opinion définit et analyse comme migrant et ce que, pour le dire sans aucune vanité, la société savante appelle migrant. Il y a aujourd'hui un écart maximum. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a plus de racisme ou plus de... C'est pas des catégories comme ça que je veux employer. Je veux simplement dire, sur la représentation même banale, extrêmement... Ce qu'on met derrière le mot migrant aujourd'hui est totalement différent, on l'a un peu vu à travers ce que disait Aïssa, est totalement différent aujourd'hui de ce que l'opinion, la presse, même de très bonne volonté, peut appeler migrant aujourd'hui. Voilà. Je donne juste un petit exemple, parce qu'il n'est pas du tout caricatural. Aujourd'hui, on a une sorte de focalisation extrêmement forte sur ce qu'on peut appeler le phénomène Lampedusa, qui est le phénomène donc de ces migrants clandestins qui arrivent sur Lampedusa. Vous avez tous vu ces images à Ceuta, à Melilla, il y a de ces gens qui passent, il y en a une qui tourne en boucle sur le net. Vous avez vu d'un golfe les grands grillages et les gens qui passent de l'autre côté, etc. Donc on a une vision qui est une vision... Une des visions dominantes aujourd'hui, c'est celle précisément qui ferait de la migration un phénomène de clandestinité, un phénomène de prise de risque de gens qui viennent sur Lampedusa, etc. Mais cette migration-là, paradoxalement, ne représente qu'une infime partie des mouvements migratoires aujourd'hui. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui migrent, c'est-à-dire qui voyagent légalement, légitimement, à l'intérieur de ce prisme qui est le prisme euro-méditerranéen. Je rappelle, parce que c'est un chiffre qu'on connaît, 90% des clandestins le deviennent. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ils sont venus légalement et ils deviennent clandestins à partir du moment où précisément les dispositifs de légitimation, les visas, etc., sont de plus en plus restrictifs et font des migrants clandestins quand ils sont ici. Voilà. Donc là, il y a un écart considérable entre ce que nous appelons migrants, nous, sociologues, géographes, etc., et puis ce qui focalise l'attention des... Voilà. Et je dis ça parce que précisément ce genre d'entreprise éditoriale est très intéressant parce que en tout cas, ça fait dialoguer. Je ne suis pas sûr que ça rapproche, mais en tout cas, ça fait dialoguer deux visions très différentes. Deuxième préalable que je voulais faire, je serai plus court. Il y a aujourd'hui... Alors, la migration est un phénomène mondial. Hein. On n'a jamais eu autant de mouvements migratoires à l'intérieur du monde. Ça se balade dans tous les sens, de tous les côtés, tout le monde. Ceci dit, au bout du compte, il y a 3% de migrants dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a 3% de la population mondiale qui a migré à un moment ou à un autre. Ça refroidit un peu les enthousiasmes, mais ça refroidit un peu la vision idéologique des choses. Voilà, ça calme un peu les colères et les velléités de colère. Ceci dit, à l'intérieur de ce grand mouvement migratoire mondial, il y a deux régions du monde, pas des régions au sens Provence-Alpes-Côte d'Azur, deux régions du monde qui sont des régions qui combinent des vieux espaces migratoires, Aïssa l'a dit,
et des systèmes frontaliers, c'est-à-dire des zones de frontalité, et y compris aujourd'hui avec le déploiement des systèmes policiers aux frontières, le mot frontalité a un sens tout à fait clair. Donc on a comme ça 2 espaces dans le monde qui sont des espaces absolument complexes et très intéressants parce ils combinent espace migratoire, c'est-à-dire vieille migration, vieille histoire des migrations. Le premier, je rappelle toujours ça parce que je trouve que c'est intéressant, les premiers Algériens qui sont arrivés à Marseille, c'est 1907. Vous voyez, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a à Marseille 7 à 8 générations d'Algériens. Quand on parle encore d'intégration, franchement, il y a de quoi rire. Je veux dire, bon, bref, il y a des Algériens qui sont aujourd'hui beaucoup plus français que moi, qui ne suis arrivé que depuis 2 générations en France. Bref, donc voilà, pour dire c'est un vieil espace migratoire, c'est une vieille histoire, y compris les relations en Espagne, entre l'Espagne et le Maghreb. Bon, vieille histoire. Et espace frontalier. Ces 2 espaces, c'est quoi? Premier espace, c'est l'espace Tex-Mex. Mexique, Texas, cet espace transfrontalier. Si vous êtes allé un jour au Texas, tout le monde parle espagnol. Le Texas est complètement hispanisé, tandis que le nord du Mexique est, lui, complètement américanisé. Donc vous avez là un espace frontalier, transnational, qui n'est pas un espace de 5 km. Monterrey, qui est la ville la plus au nord du Mexique, qui est la 2e ville du Mexique en termes industriels, est à 300 km de Houston, mais vous avez des relations régulières et un espace transnational entre Houston et Monterrey. C'est-à-dire qu'en gros, si on faisait la même carte entre l'Europe et la France, on aurait un espace transfrontalier entre Marrakech et, qu'est-ce qu'on va dire, Lyon, par exemple. Voilà, pour avoir une idée des espaces qui se définissent. Donc, deuxième préalable, c'est ça, c'est de dire que cet espace méditerranéen aujourd'hui, c'est un espace très complexe, euro-méditerranéen, pardon, c'est un espace très complexe, frontalier et historique. La troisième chose que je voulais dire en préalable, c'est que, on l'a dit un peu, mais il faut le dire, je crois, de manière très affirmative, aujourd'hui, les dynamiques et les circulations migratoires sont devenues des phénomènes immesurables. On n'a plus aucune idée de ce qui circule, de comment on circule, de pourquoi, de combien, etc. Je donne juste quelque chose, je crois, d'anecdotique. Quand je travaillais sur les circulations entre le Maroc et l'Espagne, et sur les circulations clandestines, un policier espagnol, avec toute l'assurance de policier espagnol, me disait « Quand on en prend un, il y en a 3 qui passent. » Clandestin. Pourquoi 3 ? J'ai réfléchi, pourquoi pas 10, pourquoi pas 12 ? Et pendant que le policier espagnol attrape un, il en voit passer 3. Alors s'il les voit passer, c'est qu'il passe. Donc on réfléchit, les anthropologues, ça réfléchit comme ça. C'est déjà un peu bizarre. En fait, je me suis dit, pourquoi ? C'est parce que les Espagnols sont catholiques et qu'ils pensent de façon trinitaire. Vous voyez, c'est tout. Je ne vois pas d'autre explication. Un policier marocain qui serait musulman et qui pense donc sur la logique Remsa, sur la logique du 5, m'aurait dit, quand on en prend un, on en laisse passer 5. Je donne ça, je dis ça volontairement. Je peux donner un autre exemple parce que maintenant il y a prescription. Ben, la raison, il n'y en a pas. C'est qu'il faut donner un chiffre et que le chiffre, il est une fiction. Si on est un peu foucaldien, il y a une fiction policière aujourd'hui qui voudrait dire que quand on en prend un, il y en a toujours beaucoup plus qui passent. En réalité, personne ne sait ce qui passe et ce qui ne passe pas. Je donne un deuxième exemple. Quand je travaillais à Rabat, vous savez que dans les ambassades, il y a un certain nombre de gens qui appartiennent aux services policiers, etc. Voilà, on est très, très bien encadré dans les ambassades de ce point de vue-là. Et discutant un jour sur le problème des migrations avec un petit aéropage local, un policier affirme avec une grande assurance, nous dit « Il y a 26 000 subsahariens africains qui sont installés dans les bois de Marnia ». Le bois de Marnia, c'est la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Ouais, la précision du chiffre, 26 000. Alors, moi, je m'étonne un peu. Vous voyez comment je suis un peu comme ça. Je dis, mais pourquoi 26 000 ? Comment vous les avez comptés ? Alors, il me dit, on ne peut pas le dire parce que c'est secret, mais on les compte par satellite, etc. Et on compte la présence par satellite. Je dis, mais alors, vous avez compté 26 000 personnes, ça me paraissait déjà beaucoup. Et je dis, mais comment vous savez qu'ils sont subsahariens ? Comment vous reconnaissez des Noirs par satellite Et là, j'ai vu un grand blanc dans les yeux de ce monsieur passer, qui ne pouvait pas imaginer que les gens qu'on voyait, peut-être, parce que je ne suis pas sûr qu'il les ait vus, mais
Soyons optimistes. Pensons que ce monsieur a réellement vu 26 000 personnes dans les bois de Marmilla. Comment il a vu que ces gens étaient des subsahariens? Mystère. Voilà. Donc, je donne ces exemples-là qui sont un peu anecdotiques, un peu rigolos, mais simplement pour dire qu'aujourd'hui, en matière de migration, prenons un exemple très sérieux. Il y a dans le bouquin un article de Mouhoud El Mouloub, qui est un économiste qui travaille sur ce qu'on appelle les remittances, c'est-à-dire les transferts d'argent depuis les diasporas jusque dans les pays. La plupart des banquiers aujourd'hui, même les banquiers les plus sérieux, qui sont très intéressés par cet argent, disent l'argent du transfert, ceux qui passent par la Poste, Western Union, etc., c'est entre 7 et 10% des transferts. 7 et 10%. Estimation des banquiers. Ils pourraient dire entre 6, c'est pareil, c'est comme le flic espagnol. Ils pourraient dire entre 4 et 12, peu importe. Mais ils disent entre 7 et 10, ça doit faire joli dans leurs statistiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 90% des transferts, nous ne savons pas de quoi ils sont faits. Est-ce qu'ils sont faits d'argent qui passe dans les poches? Est-ce qu'ils sont faits de marchandises? Est-ce qu'ils sont faits? La plupart des sociologues disent qu'il y a 3 générations dans les migrations. La première génération, c'est celle qui paye les études aux enfants et qui paye les médicaments aux parents, donc qui est en quelque sorte dans la dette. La deuxième génération, c'est celle qui achète un logement et qui achète une résidence secondaire. Dans les grands développements, les grands programmes de Marrakech aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et la troisième génération, c'est celle qui investit, c'est-à-dire qui achète des logements pour les revendre ou pour les louer. Voilà. Donc on sait ça. Mais comment cet argent circule? Comment? Personne ne le sait. Demandez à Mouloud El Mouloub, si vous le croisez, il travaille à Paris-Dauphine, on peut le voir assez facilement, il vous dira entre 7 et 10% des transferts sont connus. Voilà. Donc, au-delà des polémiques sur combien il y a d'immigrés en France, qu'est-ce qu'un immigré, qu'est-ce qu'un étranger aujourd'hui, on a une réalité complètement fluide, complètement ombreuse et mystérieuse qui constitue ce qu'on appelle aujourd'hui les phénomènes migratoires. Alors, pour parler de cet espace euro-méditerranéen, très rapidement, dire que c'est à la fois l'espace euro-méditerranéen, c'est-à-dire en gros, d'une part le Maghreb d'un côté, et de l'autre côté, c'est tout ce qui se passe à la frontière gréco-turque, qui constitue les deux points, les deux grandes densités aujourd'hui, où il se passe des choses du point de vue migratoire. Contrairement à ce qu'on dit sur Lampedusa, sur Ceuta, etc., le plus de clandestins qui passent aujourd'hui passent par la frontière gréco-turque, avec des réseaux installés à Istanbul, très organisés, et qui assurent des passages de façon extrêmement régulière et extrêmement importante. Moi, j'ai quelques interviews de jeunes Marocains qui, aujourd'hui, après avoir essayé de passer de façon très dangereuse par le détroit, par l'Algérie, finissent par passer par Istanbul de manière très confortable. Voilà. Donc on a là 2 espaces qui sont des lieux de densité migratoire. Alors, espace Carrefour, pourquoi? Parce que, Aïssel a commencé à le dire, aujourd'hui, en réalité, même si on peut penser que rien ne bouge, puisque la tradition de migration subsaharienne, maghrébine vers l'Europe, en réalité, beaucoup de choses bougent. Je donne un exemple sur le Maroc. Le Maroc est aujourd'hui non pas simplement un pays qui produit de la migration, puisqu'il continue à y avoir des Marocains qui migrent. La plupart sont des étudiants, etc. Donc ne sont pas du tout des clandestins qui passent les barrières à Ceuta. Le Maroc reçoit de la migration aujourd'hui. Le Maroc est un pays de migration, non pas simplement de transit, parce que des subsahariens viendraient au Maroc, mais le Maroc est un pays de migration. Vous n'avez pas un seul club de foot marocain qui n'ait pas son joueur africain. Enfin, africain. C'est toujours rigolo d'entendre les Marocains dire africains comme si... comme s'il y avait une limite quelque part. Bref, donc vous avez des joueurs d'Afrique centrale et qui jouent dans tous les clubs de foot marocains. Vous avez par exemple un phénomène qui s'est développé au Maroc, qui sont les centres d'appel. Vous savez, quand vous appelez, vous croyez appeler GDF, en réalité, vous appelez à Rabat ou à Casablanca un centre d'appel qui va vous répondre, etc. Dans ces centres d'appel, au début, puisqu'après il y a eu quelques problèmes, la quasi-totalité du personnel était sénégalais, camerounais, maliens, togolais, congolais, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que ces gens apprennent le français comme langue première, notamment au Cameroun par exemple. Le français est appris à l'école très tôt et ces gens parlent un français excellent, que beaucoup de jeunes Marocains aujourd'hui ne parlent pas parce qu'ils apprennent le français beaucoup plus tard dans leur scolarité. Et donc les centres d'appel, tout naturellement, qui étaient tournés vers la France, ont embauché des subsahariens. Le marché du BTP au Maroc aujourd'hui est un marché qui emploie beaucoup de subsahariens.
pour une raison très simple, qui s'est passée d'ailleurs en France et aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la segmentation sur le marché du travail. Je le dis très rapidement. Quand les grosses entreprises ont beaucoup de travail, elles pompent complètement le marché du travail local. C'est-à-dire que tout ce qui est maçon, grutier, etc., finit dans les grandes entreprises pour travailler sur les grands chantiers. Résultat, toutes les petites entreprises, et au Maroc c'est 90% des entreprises, ne trouvent plus de main-d'œuvre locale formée. Et donc on va chercher de la main-d'œuvre ailleurs. Cette main-d'œuvre, elle est subsaharienne. Autre phénomène de filière, domesticité. Le phénomène de la domesticité au Maroc, c'est un vieux phénomène, c'est une vieille histoire. Les familles urbaines qui font venir des jeunes filles des douars pour soi-disant les socialiser. En réalité, à partir de 7 ans, il y en a beaucoup qui font le ménage, mais bon, on les socialise. C'est devenu un problème compliqué parce que précisément, on n'a plus de famille dans le douar. Parce que même si c'est un phénomène qui posait problème, c'est aussi un système de dette. C'est-à-dire qu'on doit quelque chose à la famille rurale quand on prend l'enfant, etc. Donc c'est très compliqué et du coup on fait venir des subsahariennes, on fait venir des Sénégalaises qui viennent aujourd'hui. Une grande partie de la bourgeoisie de Casablanca, de Rabat, ont des bonnes Sénégalaises, ont des bonnes Philippines qui viennent travailler au Maroc. Donc la filière, et c'est très intéressant d'analyser les filières et les systèmes, ce qu'on appelle les systèmes migratoires. Comment fonctionne la filière? Avec les clients d'Aïssa, parce que ces jeunes Marocains qui sont aujourd'hui... vous savez, c'est très difficile de faire des études de médecine en France et au Maroc. Donc on va faire des études de médecine au Sénégal, parce que c'est beaucoup moins difficile. Et donc vous avez aujourd'hui entre 1200 et 1300 étudiants marocains inscrits dans les universités de médecine à Dakar et dans d'autres pays, et qui deviennent les pourvoyeurs des bonnes sénégalaises sur la bourgeoisie de Casa et de Rabat. Voilà. C'est ce qu'on appelle un système migratoire. Ça tourne en boucle comme ça, des gens partent, etc. Bon. Voyez ce que je dis là sur ce qu'on appelle, nous, les systèmes migratoires. Personne n'en parle jamais dans la presse, etc. Vous ne voyez pas des choses comme ça. On va vous parler du scandale des bonnes sénégalaises, etc. Mais personne ne vous dira que ça circule comme ça en boucle. Donc voilà, le Maroc est aujourd'hui un carrefour. Et autre chose, c'est qu'il y a, on en a parlé aussi, il y a aujourd'hui une migration européenne dans les pays du Maghreb. Qu'est-ce que ça veut dire migration? Alors, moi, je le dis toujours là aussi un peu en plaisantant. Je veux dire, quand on vous dit, par exemple, on dit les femmes marocaines qui viennent faire les fraises. Vous savez, en Espagne, là aussi, on a eu des... Voilà. Ces femmes-là, on les appelle des migrantes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des femmes qui viennent 3 mois en Espagne, très encadrées, parce que c'est un système institutionnel très fort. Elles sont recrutées au Maroc. On les choisit pas jolies, avec des enfants, et avec un mari de préférence, parce qu'on ne veut pas qu'elles restent en Espagne, au cas où. Donc on les choisit de manière extrêmement minutieuse, etc. Elles viennent en Espagne 2 mois. Moi, j'ai fait des interviews. Vous avez des femmes d'une 40aine d'années qui vous racontent comment elles ont, en rigolant, comment elles ont fait le mur. Elle dit, ça me rappelait mon enfance. Je faisais le mur pour aller au cinéma ou pour aller au café. Parce qu'elles sont enfermées. Elles sont enfermées, gardées militairement presque par les patrons qui les emploient. On les appelle des migrantes. Qu'est-ce que vous voyez de migration là-dedans? Vous avez des femmes qui sont prises, qui sont mises 2 mois dans des fermes et qui repartent au Maroc, qui n'ont rien vu de l'Espagne dans les 2 mois et qui font ça tous les ans. Je vous rappelle, enfin, ou je rappelle tout simplement que dans la vieille et la très haute tradition des agricultures européennes, on avait des phénomènes comme ça de gens qui partaient. Les mondines, et vous avez entendu parler, parce que vous avez tous vu ce film qui s'appelle Riamer, et donc ce phénomène des mondines italiennes qui venaient, qui ramassaient le riz, qui plantaient le riz, qui repartaient. Les premiers ouvriers italiens qui travaillaient dans le nord, Pas-de-Calais, dans les mines, étaient des ouvriers qui repartaient, travaillaient 6 mois dans les mines, travaillaient 6 mois dans les usines et repartaient en Italie faire les moissons. Donc ces phénomènes de migration pendulaire agricole, elles existent depuis que l'agriculture existe, probablement. Parce que l'agriculture est un travail saisonnier et que quand on fait rien dans l'agriculture, on en profite pour aller faire autre chose. Ces Marocaines, c'est ça. C'est pas du tout des migrantes au sens où elles désireraient venir s'installer en Espagne, etc. Donc ne les appelons pas migrantes, appelons-les main-d'œuvre agricole saisonnière, etc. Autre exemple, vous avez aujourd'hui des retraités, camping-cars, le fameux phénomène des camping-cars, immesurable. Comment vous voulez mesurer
le phénomène camping-car, qui viennent passer 6 à 7 mois, 8 mois parfois au Maroc, sur les plages d'Agadir. Vous avez d'immenses campings aujourd'hui sur Agadir, Essaouira, sur même plus bas dans le sud, sur Dakhla. Vous avez aujourd'hui des grands camps où les gens s'installent 6, 7 et 8 mois. On les appelle des touristes. Et vous voyez le choc culturel, mais je le dis sérieusement. Vous appelez touristes des gens qui passent beaucoup plus de temps de leur vie dans un autre pays que le leur. La définition de l'OCDE du migrant, c'est quelqu'un qui passe plus de 3 mois par an de sa vie dans un autre pays que le sien. Donc ces camping-caristes sont des migrants. Même si, moi, je me suis amusé à ouvrir le derrière des camping-cars sur les grands parkings à Algeciras et à Tarifa. C'est plein de... Les Belges arrivent avec des tonnes de bière, les Français arrivent avec des tonnes de pâtes, enfin, bon, bref. Donc c'est plein de... C'est un fantasme d'autonomie, etc. Mais n'empêche que, du point de vue sociologique ou anthropologique, ces gens sont des migrants. C'est pour dire comment les choses sont perturbées. Le consulat français estime qu'il y aurait 70 000 Français qui vivent au Maroc. Le cadastre à Marrakech donne 25 000 Français propriétaires. Vous voyez donc il y a un écart sur les chiffres. Il y a aujourd'hui une migration européenne. Moi, j'ai travaillé 2 ans à Marrakech. J'en parlerai une autre fois quand j'aurai fait le livre. Je ne l'ai pas fait pour l'instant. Mais il y a à Marrakech une migration européenne qui s'installe, qui se développe, et surtout qui ne sont plus ce qu'on appelait les expats. C'est-à-dire ceux qui étaient sous la protection de l'État, des entreprises, qui viennent exactement dans la même logique que ces migrants maghrébins, africains, qui remontent vers l'Europe. La seule différence, c'est pour ça que je disais du colonial au transnational, la différence, elle est double. La première, c'est qu'ils sont légitimes. Vous avez la possibilité, quand vous vivez au Maroc, en Tunisie, en Algérie, c'est plus compliqué, bien que le phénomène existe aussi en Algérie, avec des franco-algériens qui sont en train de prendre complètement tout le marché des professions. Ouais. C'est les Chinois. Voilà. Oui, 40 000 Chinois estimés. Mais un phénomène de migration d'Européens franco-algériens qui viennent prendre tous les secteurs libéraux, la médecine, infirmiers, etc., dentistes, sont beaucoup de franco-algériens qui viennent s'installer en Algérie. Donc on a un phénomène d'entrepreneurs comme ça qui viennent. Donc la différence, c'est que, ils sont légitimes. Et la deuxième différence, qui est beaucoup plus subtile, c'est qu'ils sont, je dirais, ils ont une vision légitime du différentiel culturel. Je m'explique. Ils arrivent au Maroc avec cette manière très naturelle de penser que les gens qui sont en face d'eux ne savent pas faire ce qu'eux savent faire. Je vous donne un exemple. Vous ouvrez un riad à Marrakech, vous accueillez des touristes, le riad fonctionne à peu près, vous ouvrez un restaurant à côté du riad, vous faites de la cuisine marocaine et vous formez une cuisinière marocaine. Ça vous paraît naturel. Sauf que vous, qu'est-ce que vous êtes ? Vous étiez dans les assurances à Ponto Combo, vous étiez assureur ou pharmacien ou opticien à Meaux ou dans la banlieue parisienne, et vous n'avez aucune compétence en restauration. Mais vous estimez compétentes, parce que c'était des femmes, sur les restaurants en tout cas, compétentes pour former des Marocaines à la cuisine marocaine. Vous voyez, donc je donne cet exemple pour dire que là, il y a une espèce de décalage et de légitimité naturelle, en quelque sorte, entre guillemets, qui fait précisément l'installation de ces entrepreneurs. Dernière chose sur le carrefour, le Maroc aujourd'hui, on l'a dit, oui, la France, l'Europe est toujours le premier lieu de destination des migrations marocaines, mais les femmes s'installent de plus en plus dans le Golfe. On les appelle à Dubaï, on les appelle les voleuses de mari. Je vous laisse deviner pourquoi. Dubaï, Qatar, etc. Les femmes marocaines sont appelées les voleuses de mari. Mais, phénomène beaucoup plus intéressant et qui va dans le sens de ce qu'il disait, vous avez aujourd'hui des entreprises koweïtiennes, Dubaï, Qatar, qui vont recruter dans les universités américaines, françaises, canadiennes, ces jeunes Marocains qui contournent complètement la filière française, la filière, on va dire, coloniale, qui vont faire leurs études aux États-Unis, qui font de remarquables études commerciales et qui sont démarchés pour aller directement dans les pays du Golfe, faire des carrières brillantes la plupart du temps dans les banques, etc. Donc là encore, ne nous trompons pas,
Toute la presse marocaine fait tous les mois un article sur les prostituées marocaines dans le Golfe, etc. Ne nous trompons pas, il y a aussi des cadres, des banques, etc., et qui forment une sorte d'élite dans ces pays. La dernière chose que je voudrais dire, je conclue là-dessus, c'est que ce qui est encore plus complexe aujourd'hui, c'est que ce que nous appelons migration n'a plus aucun rapport, enfin, je le dis de façon un peu radicale, mais a de moins en moins de rapport avec ce que nous appelions migration, ne serait-ce que dans les années 60. Dans les années 60, la migration, c'était l'exil. Vous partiez, même si vous alliez d'Algérie en France, même si vous alliez voir du Portugal en France, vous étiez dans une logique de l'exil. L'exil n'était pas permanent, l'exil n'était pas forcément durable, mais vous saviez que vous partez pour une grande période de votre vie, que vous vous installiez. Aujourd'hui, on est dans une logique de mobilité. Les gens partent sur des périodes qui sont de plus en plus courtes, reviennent de façon beaucoup plus fréquente. La plupart des Français vont passer leurs vacances à Marrakech. Pourquoi voulez-vous que ça soit plus compliqué d'aller à Marrakech pour les Marocains que pour les Français? Donc les Marocains qui vivent en France, dans la diaspora marocaine, reviennent très régulièrement. Les Algériens, j'ai pris beaucoup d'avions vers le Maghreb, je n'ai jamais vu un avion vide. Tous les avions qui vont d'Europe vers le Maghreb sont pleins tout le temps. Air Algérie est plein tout le temps. Les avions Marseille-Oran sont pleins tout le temps. Même l'avion Casablanca-Oran est plein tout le temps. Donc on est dans une logique de mobilité, de circulation, de fluidité. Le modèle qui nous a servi de modèle, je rends ici hommage à un autre sociologue qui a beaucoup parlé de ça, qui s'appelle Alain Tarius. Le modèle, c'est ce qu'on appelle le commerce à la valise. Aujourd'hui, c'est un modèle complètement récurrent dans tout le bassin méditerranéen qui contredit complètement cette vision dramatique de Lampedusa. C'est ces femmes tunisiennes qui vont faire leurs courses à Istanbul, à Naples, à Marseille, qui ramènent des produits qu'elles vendent et puis elles retournent à Istanbul. Et c'est ces hommes et ces femmes algériens. À une époque, on disait, maintenant peut-être ça a changé, 80% de l'économie vivrière algérienne dépend de ce que les Algériens appelaient le trabendo. Ce que je nomme, moi, commerce à la valise, c'est le trabendo algérien. 80% de l'économie vivrière. Moi, j'ai vu sur les quais à Marseille des voitures partir chargées de kiwis et de bananes. Vous imaginez ce que ça veut dire amener des bananes en Algérie? Voilà. Hein? Bon. Le whisky était caché sous le siège, probablement. Mais donc, je dis ça pour dire que aujourd'hui, encore une fois, c'est pas le modèle au sens où ça serait un modèle généralisé, mais la figure symbolique des migrations, pour moi, en tant que sociologue, ça n'est plus le travailleur de chez Renault, de chez Peugeot, etc., qui vient faire sa carrière. Pour moi, le modèle, c'est le commerçant à la valise, c'est-à-dire celui qui circule, qui se déplace, qui peut, par exemple, vous avez des commerçants. Ils arrivent en Italie, ils travaillent 6 mois dans l'agriculture, dans des conditions qui sont des conditions déplorables, etc. Et puis au bout de 6 mois, il achète un petit camioncino, comme on dit en Italie. Il le remplit de produits qui sont des produits du marché aux puces, qui sont des produits de l'informatique, etc. Il va le revendre au Maroc. Il revend aussi au passage son contrat de travail au Maroc, puisque vous savez qu'en Italie, il y a aujourd'hui un grand marché des contrats de travail qui se vendent, voilà. Et donc, il devient un commerçant. Et il repart ensuite en Italie en tant que commerçant, racheter des choses, etc. Donc, on est aujourd'hui sur des logiques comme ça, formidablement complexes, fluides, de circulation et de mobilité, beaucoup plus que de migration. Voilà. J'ai essayé de raconter tout ça en 4 pages et demie, vous imaginez un peu. Je ne m'en suis toujours pas remis. En conclusion, il faut peut-être mieux lire les articles que de vous écouter. Moi, je voulais juste préciser qu'il y a... Non, mais si on veut être efficace dans la lecture, parce qu'en fait, c'est vrai que vous l'avez dit en introduction, le décalage entre ce que perçoit l'opinion des phénomènes migratoires et ce que la recherche en dit est tellement énorme que ce type d'ouvrage a pour au moins le mérite de rassembler, de condenser, de vous livrer vraiment l'essentiel des savoirs produits par la recherche sur tous ces thèmes. Il y a 3 autres parties, mais on ne peut pas les aborder ce soir. Une sur les politiques publiques, qui exploite principalement une grande étude qui s'appelle Trajectoire et origine, qui est une étude conjointe de l'INSEE et de l'INED et qui montre les phénomènes de discrimination produites par les politiques publiques actuellement en France, dans l'accès au logement, dans l'accès au travail, au marché du travail, dans la formation et même dans les situations scolaires. Il y a une partie qui porte plutôt sur les dynamiques culturelles, sur les phénomènes de transmission,
intergénérationnelle, sur le rapport à l'autre. Et puis, une dernière partie qu'on voulait formaliser sous forme d'enjeux, enjeux de société. La question effectivement démographique, la question de l'islam, l'islamophobie, la question qu'on appelait la question noire, c'est la représentation des Africains, des Noirs dans la société française, etc., etc. Voilà, je voulais juste vous préciser ça avant de vous laisser la parole pour des questions, des commentaires, façon de faire circuler aussi, d'organiser des échanges avec vous. Monsieur, Une chanson. Bonsoir. Non, moi, je voulais d'abord apporter témoignage par rapport à ce que disait Michel Peraldi. Je voyage assez souvent, peut-être même très souvent, entre Paris, Alger, Constantine, etc. Et m'est arrivé deux petites histoires assez emblématiques. La première fois, ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on disait à propos de l'islam et à propos des mœurs. La première fois, c'est que je me suis dit, je vais m'asseoir dans l'avion et puis je vais commander un bon verre de vin avec mon repas. Du coup, je me retrouve entre deux gros malabars avec des belles barbes comme ça et qui ne parlaient que d'islam. Et qui en plus disaient, elle a refusé de travailler à Algérie parce qu'on l'obligeait à servir le vin. Je me suis assis, je me suis dit, merde. Tout est gâché. Puis finalement, après, je me suis dit, bon, quand même, on est tout le temps en train de revendiquer le droit à la liberté d'expression et d'action. Bon, j'ai commandé mon verre de vin, ils étaient là, ils continuaient à m'appeler Hajj. Le Hajj, comment ça? Ces deux jeunes qui revenaient de Chine et qui travaillent dans la chaussure. Et comment, en fait, il y a une espèce de cloison nette entre leurs convictions intimes et leurs pratiques quotidiennes. Non seulement le commerce, ils traficotent avec la douane, ils me disent, voilà, notre capital, ou enfin ce qu'ils ont acheté, c'est tant de millions. Ils déclarent un peu plus que ce qu'il faut pour payer une petite taxe, et puis tout le reste. Ils ont des stratégies de contournement des finances, des douanes, quelque chose d'ahurissant. Et la deuxième fois, c'était un gars qui, au départ, était importateur de climatiseurs pour climat sec dans la région de Béchar. Et qui, petit à petit, avec justement ce principe du va-et-vient, a fini par monter sa propre entreprise, mais ça ne l'a pas empêché de continuer à aller venir pour les pièces. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu pour consolider cette idée ce n'est plus un problème de migration, c'est un problème de mobilité. Alors dans tout cela, est-ce que, Aïssa, tu as parlé tout à l'heure des raisons qui peuvent pousser, qui ne sont plus les mêmes. Moi, j'ai vu des gens qui ont immigré et qui m'ont dit, ici, on pratique mieux notre religion qu'en Algérie. Est-ce que, dans cette nouvelle migration, quel est le statut, quel est le rôle un petit peu de la question religieuse ? Grande question. Je veux dire, nous, du moins dans cette approche, des intellectuels et des intelligences en circulation, parce que c'est des gens diplômés qui s'installent. Et d'ailleurs, comme le disait Michel, ils sont dans le va-et-vient. Hein, beaucoup sont dans l'entre-deux, dans le va-et-vient. C'est la question donc de la sécularisation, la question du débat intellectuel aujourd'hui dans cet espace euro-méditerranéen. Il y a un débat intellectuel aujourd'hui. Ce débat intellectuel, je disais tout à l'heure, il passe par des moyens modernes de diffusion. C'est à la fois les satellites. Les Maghrébins regardent beaucoup, que ce soit au Maroc, en Algérie, ils regardent plus les chaînes françaises ou internationales
que les chaînes locales, hein, ou les chaînes d'État, quoi, l'unique, comme ils l'appellent en Algérie, au Maroc, M2, etc. Et donc, ils regardent ça. Il y a aussi de la circulation des idées, de l'information à travers, disons, les réseaux sociaux, à travers l'Internet, à travers Facebook, à travers Twitter. Il y a, disons, de la circulation des idées, de la circulation de valeurs. Hein, et on a ce qu'a appelé un collègue de Paris 8, Gérard Leclerc, qui a écrit quelque chose sur la mondialisation culturelle. Il y a quelque chose de l'émergence d'un intellectuel métissé, hein, ou d'un intellectuel du mixte aujourd'hui. Et ces intellectuels du mixte, ils émergent. Il y en a en Afrique du Sud, au Maghreb, ici, etc. Et ils ont ouvert des débats sur la question de la laïcité, de la sécularisation, du rapport entre politique et religion. Et je veux dire que ça fait ce que je disais tout à l'heure, ça aiguillonne les pouvoirs, et ça forme et ça socialise ce qu'on pourrait appeler les opinions publiques ou de larges parties de la population. Et moi, je pense que ces débats font avancer la question de la sécularisation. Voilà, ce sont ces débats. Les gens en Algérie, au Maroc, ils regardent la question du voile, ils ont suivi la question de la burqa, la question de l'islamophobie, de ce qui se passe aujourd'hui, etc. Ils suivent ça, ils ne sont pas indifférents. Et il y a, je veux dire, une fonction ou un rôle que devraient se saisir ces intellectuels pour établir à la fois des passerelles et du dialogue sur ces questions. Voilà, je pense qu'on est, contrairement, enfin, ce qui est ici ou là dit, je pense que ces soubresauts disons, de l'islam, enfin, ou de ce qui se radicalise à travers l'islam, hein, ces soubresauts sont indicateurs d'une espèce d'adaptation de l'islam au monde. Ça se fait un peu dans la douleur, mais je pense que si on est dans la perspective du temps long, je pense qu'on est dans des phases d'adaptation et de sécularisation de l'islam, contrairement à ce qu'on croit, contrairement à ce que pense un certain nombre de turiféraires du clash des civilisations. Je pense qu'on est en train d'avancer vers des processus de sécularisation, effectivement, qui se font dans la douleur, qui se font dans le radicalisme et qui se font avec de la violence, mais qui sont en train d'avancer. Voilà ce que je peux dire sur cette question, du point de vue de ces circulations. Et les gens sont écoutés. Les gens sont écoutés dans ces débats. Moi, j'étais très surpris de voir que les gens écoutent même ces débats médiatiques. Le livre de Zemmour, tout ce que Zemmour a produit comme stéréotypes, etc., sont débattus et ils sont reçus de l'autre côté de la Méditerranée dans une espèce à la fois d'analyse critique. Effectivement, ça ouvre des débats. Ça ouvre des débats. J'aurais voulu poser une question sur des mouvements migratoires dont vous n'avez pas beaucoup parlé pour le moment et qui concernent tous ces mouvements qui sont apparus après les bouleversements dits des pays après le printemps arabe. Je ne parle pas du mouvement des jeunes Tunisiens qui sont partis spontanément, mais des énormes, quand même, mouvements à partir de la Libye et la déstabilisation actuellement, avec l'Égypte, Israël, etc., etc. Il s'agit de mouvements mixtes, mais essentiellement de gens qui viennent demander protection. Quoique, en provenance de Libye, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient en Libye, qui sont obligés de quitter la Libye. Il s'agit quand même de mouvements de population importants et qui, sans qu'on peut estimer, pouvoir être en croissance parce qu'on ne voit pas bien de solution à court terme si on voit Syrie, Irak et Libye. Et donc là, il y a quand même un phénomène. Vous avez dit les demandeurs d'asile sont pas un phénomène important.
dans les statistiques françaises peut-être, mais dans les statistiques maintenant Eurostat, etc., il y en a beaucoup quand même. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est un peu vous entendre sur ces questions-là. Dans les statistiques au Maghreb, c'est vraiment faible. D'ailleurs, le statut de réfugié n'est pas du tout connu. Ceci étant, vous posez une vraie question. Est-ce qu'on peut appeler ça des migrations? C'est des déplacés à cause de la guerre. Par exemple, aujourd'hui, on dit qu'il y a plus d'1 million quasiment de Libyens en Tunisie, hein, et que la Tunisie faisant 10 millions, vous voyez à peu près. Voilà, les Syriens, etc. Ça, c'est des migrations de guerre. Il y a d'autres causes des migrations. C'est les migrations écologiques aujourd'hui, avec des problèmes de sécheresse, d'aridité, etc. Et il y a effectivement d'énormes déplacements. Par exemple, ce qui se passe au Sahel a fait qu'en Algérie, il y a eu aussi autour de presque d'un demi-million à un moment de gens installés. On en parle peu. Hein, qui font partie d'ailleurs des mêmes populations culturellement, les Touaregs, qui ont circulé, qui sont installés au nord, etc. Donc c'est des migrations, enfin, est-ce qu'on peut appeler ça des migrations? C'est des déplacés de guerre. Oui, 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 absolument, absolument. Alors, sur le fantasme, sur cette rhétorique du nombre, effectivement, je crois qu'il y a toute une théorie danoise de la sécurisation qui est oui, c'est l'école de Copenhague. Ils essayent, du point de vue des actes du langage sur ces systèmes performatifs, de dire finalement qu'est-ce qu'on construit le rapport à l'autre en fonction d'un certain nombre de critères. La rhétorique du nombre, vous voyez, c'est l'invasion. Et on sait aujourd'hui que, par exemple, si on prend les statistiques, les subsahariens, c'est vraiment la dernière catégorie dans les migrants, dans les résidents, à la fois en France et en Italie, en Espagne. En Espagne, c'est les latinos qui sont les premiers migrants installés, même si les choses s'inversent. Hein. Les Marocains et les subsahariens viennent, disons, à l'arrière. Et puis, il y a, de ce point de vue-là, les statistiques générales des migrations n'ont pas beaucoup bougé par rapport aux années 40. On est dans 3% de la population mondiale qui est en situation, c'est à peu près le même. Alors, cette rhétorique du nombre, elle est faite, c'est médiatisé, c'est fait pour effrayer, avec on parlait tout à l'heure, Michel, ces assauts contre ces barrières, c'est la Méditerranée, etc. Finalement... Il n'empêche qu'il y a des mouvements. Oui, malheureusement, il y a des morts, oui, il y a des mouvements, mais ça participe aussi d'une fabrication de l'opinion publique, aussi bien à travers ça. On le voit d'ailleurs aujourd'hui au Maghreb par rapport aux subsahariens. On dit, ils arrivent et il y a le phénomène Ebola, il y a le phénomène, ils apportent le sida, et c'est des trafiquants, etc. Dans les journaux, on le trouve, et dans les médias, il y a effectivement ce stigmate qui est porté sur les subsahariens qui sont africains et qui sont dans leur pays, en Afrique du Nord. Et il y a une construction du rapport à l'autre et de l'étranger qui est complètement stigmatisante, hein, qui est rhétorique du nombre, c'est-à-dire on dit n'importe quoi sur les nombres. Lampedusa, l'Italie, etc., l'Espagne, ça arrive par vague entière. En réalité, c'est peanuts par rapport à ce qui se passe dans le monde, ce que dit Michel. Discours sur le seuil, et le chez-soi et les autres, stigmate par rapport à un certain nombre de caractéristiques. Hein. Ils sont porteurs de ça, ils sont porteurs, etc. On l'avait vu pour les Italiens en France dans les premières générations de migrants, ou les Polonais, après ça va être les Nord-Africains ou les Maghrébins. Et donc il y a une construction du rapport à l'autre qui est une construction vraiment à la fois de rejet, de distanciation, et on le voit aujourd'hui en France. C'est vraiment la grande question. C'est l'immigration. Or, la France vit des problèmes économiques extraordinaires, et on revient aujourd'hui sur l'immigration, que ce soit Sarkozy ou le pouvoir, ils reviennent, il n'a plus comme conseiller Buisson, mais il revient sur cette question qui est l'immigration va être au centre du débat. L'immigration va monter au centre du débat. Voilà. Donc, il y a effectivement ces migrations de guerre, elles existent. En Libye, en Algérie, en Syrie, enfin en Irak, en Turquie aujourd'hui. Et ça participe effectivement
à la fois, me semble-t-il, disons, des faillites des États-nations, des recompositions territoriales, et on est dans un espace générationnel où c'est comme un séisme, on va retrouver les choses d'un point de vue de recomposition des États-nations. Hein, je pense qu'on sur un processus de temps moyen. Je peux c'est vrai que c'est une question qui est à la fois fondamentale et en même temps, elle n'est pas tant que ça, parce que quand on regarde l'histoire, il y a toujours eu cette peur, ce fantasme de l'invasion. C'est vrai que quand les Italiens, au moment par exemple des périodes fascistes et qu'il y a eu une migration italienne en France, on parlait, et sans parler des Espagnols de 36, etc. Donc ce fantasme existe. Deuxième chose, alors ça pour le coup c'est des choses qui sont assez établies. Vous avez un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur les camps, qui s'appelle Michel Agier. Je vous recommande la lecture de ses ouvrages. Il montre quelque chose de très simple, qui est montré aussi d'ailleurs par un certain nombre d'ONG qui travaillent sur les terrains. 80% des gens qui sont déplacés aujourd'hui par les chaos du monde, Dieu sait s'il y en a, 80% des gens vont à la frontière. Ils ne dépassent pas la frontière de chez eux. Ils passent juste une frontière et s'installent. Et c'est ce qui se passe en Syrie. Parce que la quasi-totalité, aujourd'hui, de ce qui part de Syrie sont en Turquie. Et le problème devient un problème turc. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas un grave problème, parce que c'est un grave problème. Alors après, on peut voir les effets sur ce que je viens de dire, c'est le verre vide. La troisième chose qu'on peut ajouter au verre vide, c'est que je pense que nous vivons dans des sociétés qui, même quand elles sont en crise, ont une capacité d'absorption que personne ne mesure. Le fantasme de l'invasion, il est préalable à la mesure réelle des capacités d'absorption démographique, économique de nos sociétés. Je rappelle juste un fait, parce qu'il est très important à mon avis, très significatif. Vous vous souvenez, 89, la chute du mur de Berlin. Prenez tous les journaux de cette époque, quels qu'ils soient, de gauche, de droite, américains, français, tout le monde parlait de la déferlante. On attendait une sorte de déferlante de l'ensemble. Vous imaginez, ça fait du monde, les Russes, les Polonais. Ils sont beaucoup partis en Allemagne. Oui. Millions de gens qui sont... Non, ils sont devenus allemands. Une grande partie des Allemands de l'Est sont devenus allemands, parce que l'Allemagne s'est, à mon avis, très bien portée de ce qui lui est arrivé à ce moment-là. Donc, je dirais la baudruche de la déferlante du mur de Berlin s'est dégonflée complètement. Et c'est très intéressant de voir pourquoi elle s'est dégonflée. Première chose, c'est parce que beaucoup de gens sont restés chez eux. Une fois qu'ils ont fait une visite de tourisme, ils sont restés chez eux. Première chose. Mais deuxièmement, ce que je disais sur la mobilité, le fantasme du plombier polonais en Belgique. Le plombier polonais, en réalité, il se promène. Il vient travailler 4 jours à Bruxelles, il repart chez lui. Vous avez aujourd'hui beaucoup de femmes polonaises. Lisez les travaux de Mirjana Morowajic, qui explique ça de manière tout à fait positive. Les Polonaises, elles viennent travailler en Belgique et puis elles repartent. Elles viennent 4 jours, elles repartent, etc. Donc, voilà, ces phénomènes de mobilité. Les Ukrainiens, moi j'ai travaillé sur les femmes ukrainiennes et russes qui vont à Istanbul. Elles vont à Istanbul 4 jours. À l'époque, maintenant c'est différent. Elles venaient 4 jours à Istanbul, elles se prostituent, parce qu'elles se prostituaient, il faut dire les choses. Elles achetaient des choses le 4e jour, qu'elles partaient vendre en Ukraine et en Russie, et puis elles ont fini par acheter des commerces, monter des entreprises. Donc encore une fois, ces logiques-là font que, moi je pense qu'on n'a pas à avoir peur de ces mouvements. Maintenant, le verre plein, c'est que effectivement le monde est chaotique et que l'effet même de diffraction de ces chaos du monde ne peut pas être négatif. Et la négativité, elle est loin de se limiter aux migrants. J'ai envie de dire le migrant et le buisson, comme il disait, ça cache la forêt. La forêt, c'est l'ensemble des problèmes géopolitiques qui vont naître de ces chaos. Qu'est-ce que va sortir aujourd'hui du chaos syrien? Qui peut le dire aujourd'hui? Qui peut dire aujourd'hui la configuration géopolitique de cette véritable poudrière qu'est l'Irak, la Syrie, l'Iran? On va avoir un État kurde qui va sortir, le Kurdistan. Quel rapport avec la Turquie? Moi, ça me paraît être des problèmes beaucoup plus importants, beaucoup plus dramatiques que le fait que des réfugiés viennent s'installer chez nous. Bienvenue, hein, j'ai envie de dire. Franchement, on en a déjà absorbé pas mal. Du coup, je me demandais, parce que, par rapport à cet amalgame qui est fait, je me demande en soi si les médias font cet amalgame, j'ai envie de dire, on n'est pas à un près, mais je me demande si l'État français, du coup, fait aussi cet amalgame, et dans ce qu'est la traite, du coup, des demandes d'asile,
Et si je ne me trompe pas, on a 500 pour les Syriens, genre pour cette année, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que réellement alors peut-être que les chiffres me sont trompés, je pense que c'est le président de Terre d'Asile qui avait dit ça, mais est-ce que réellement l'État français fait son travail à ce niveau-là pour accueillir au moins les migrants donc voilà. J'ai eu deux questions. Est-ce qu'il participe de l'amalgame, l'État L'État français. Et puis sur les demandeurs d'asile, Excusez-moi, parce que du coup, on a un petit échange avec Michel Serranis, du coup, j'ai pas entendu toute la question. C'est aussi cet amalgame, et c'est-à-dire que pour les différents réfugiés qui sont principalement la Syrie, mais aussi on parle de l'Érythrée, qui sont aussi assez énormes. Et du coup, est-ce qu'eux aussi font cet amalgame entre l'immigration, entre les migrants clandestins et ceux qui sont vraiment exilés pour des raisons politiques est-ce qu'eux-mêmes font cet amalgame? C'est difficile de répondre, l'État français, je sais pas. Pour les traitements des... C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus compliqué parce que du coup, ça passe par des choses qui sont mises en commun à l'échelle européenne. Donc, j'ai beaucoup de mal à répondre l'État français, je sais pas quoi. Et en même temps, c'est toujours des souverainetés nationales. Et ce sont toujours... Voilà. Donc, je dirais que le traitement des dossiers, c'est-à-dire des dossiers individuels, se fait finalement de manière très comparable et parfois dans les mêmes endroits et par les mêmes... voilà. Donc, normalement, les demandeurs d'asile devraient avoir un statut protégé, plus protégé. Et finalement, non, puisque, en fait, la question, c'est que les politiques, du moins l'accent, les priorités, on va dire, je ne sais pas si ce mot est bon, enfin, les priorités politiques, c'est comment s'assurer des résultats chiffrables et communicables à l'opinion des reconduites à la frontière et des processus d'éloignement. Et de ce point de vue-là, les demandeurs d'asile déboutés sont traités de la même manière que les... Pas de la même manière, si, c'est ça. De la même manière que les sans-papiers qui ont reçu un ordre de quitter le territoire parce qu'on a refusé leur régularisation. Donc, c'est pas possible. On ne peut plus les différencier de ce point de vue-là. Et donc, mais après, ça ouvre des boîtes qui sont d'autres boîtes et qui sont d'énormes boîtes. La boîte des camps de rétention, la boîte... Voilà, oui, et du fait qu'on finance, que les pays européens et bilatéralement et multilatéralement financent des camps de rétention dans des pays voisins en conditionnant la coopération économique avec ce transfert des contrôles, etc. Donc, voilà, mais ce que tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon, d'accord. Et de fait, ce que vous dites sur la question des 500, enfin, je pense qu'on en est un peu plus maintenant. Mais pas beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, les chiffres qui sont annoncés sont des chiffres complètement dérisoires par rapport à ce que les autres pays accueillent. C'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, la Turquie, le Liban, et on le sait tous, enfin, la question des réfugiés et des personnes... L'Allemagne et la Suède. Qui en ont plus, oui, bien sûr. Oui, mais mais par rapport à la France, oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la question des réfugiés est une question de pays du Sud, essentiellement. Enfin, c'est incomparable. Ce qui arrive en Europe... Et très peu. Et donc, ce qu'on disait avec Michel, c'est que la quantité de demandeurs d'asile je crois qu'elle a été divisée par 10 depuis la fin des années 70, donc en France. Donc, de fait, ça a beaucoup diminué. Je veux plus dire de bêtises. Comme j'ai plus le nombre de réfugiés, mais le nombre de demandes d'asile a... Non, dans les années 70. 80% des demandes a été accepté. Ouais. Donc c'est le nombre des réfugiés qui a été. Voilà, c'est ça. Non, oui, je sais plus. Ouais, voilà. Ça a monté un peu. Mais voilà. Mon première question, c'est est-ce que je peux parler en anglais? Yes. Okay, my first just a comment to yours. I didn't quite understand the whole question, but relating to the status of asylum seekers from Syria, right? And Sweden, as you know, they grant, even though it's an individual treatment of each cases, they grant permanent residence to all of the Syrians today, which is still the only member state in the EU who does this. And there's the need for the other member states to do this as well, because we all know that the crisis and conflict going on there is not going to end within a foreseeable future. Just as a comment to that. And then I have 3 questions.
I work for the Swedish Migration Board, which is the executive authority handling all cases, covering family protection, work, and education reasons for immigration. Now I'm at the UN agency here, and as you know, one of the main agendas at the UN level is migration and development today, how to integrate migration into the national development planning and policies. So I was wondering if you could comment on this, where you see that this discussion is in France today. How far are you recognizing the need to integrate migration into policy and planning level, but and also reflecting back to the difficulties of categorizing migration. And as I see the risk at this level, UN, we're all putting migration in one form when we speak about development, and we have the big actors, OECD, the World Bank, linking migration to remittances, which also brings a fog to migration and the various categories within migration. So if you could comment on that. And the second question relates to asylum cases. My memory, if serves me right, is around 12% granted here at first level. And then you mentioned when they are appealed, it's very difficult to get through. Do you know what the average change rate is for the decision? 20%. And would you comment on the change rate? In Sweden, it's about 5%, but it doesn't necessarily link to the difficulties to get it through at appeal and at the court level, but more of the competencies at the court levels, saying that a lot of cases are agreed, the decision taken at the first level, because there's not sufficient competencies to take it further. And the third question relates to, you were speaking about clandestine, and as I heard, illegal immigration. And just a clarification, if when you speak about illegal, if you speak about the smugglers, which in this case are the only one committing a crime, actually, or if you refer to asylum seekers as illegal, which we cannot do unless it is a Dublin case. Okay. Okay. Because clandestine is, if you speak about migrants as clandestine, that can also... In which language should I answer? En français. D'accord. Okay. Vous comprenez le français, j'espère. Vous comprenez le français? Oui, bon, c'est parfait. Donc en fait, une des questions importantes que vous avez posées, c'est la question de la relation entre migration et développement, c'est-à-dire aide au développement des pays d'origine, on est d'accord. Qu'est-ce qui est fait en matière de recherche et de politique publique, j'imagine? Non, mais après, vous répondez. Mais on vient de faire, avec la revue Homme Immigration, un dossier sur la diaspora marocaine où on a vraiment mis ça en avant. Ouais. Voilà, énormément de travaux sur, via les associations de migrants, via des politiques publiques qui n'ont pas très bien marché en France, via les transferts financiers, comment il y a un réinvestissement des compétences, des expériences professionnelles, des situations ici aussi de binationalité pour réinvestir le pays d'origine. Juste un point là-dessus, pardon. Ouais. C'est un tout petit point. C'est la chose un peu curieuse, c'est que la relation entre migration et développement, qui est une relation, moi je pense, très positive, part quand même du présupposé que c'est la pauvreté qui produit la migration. D'abord, je le dis avec bon sens citadin, si c'était la pauvreté qui produit la migration, il y aurait 4 milliards de migrants dans le monde, parce qu'il y a 4 milliards de pauvres, en gros. Donc, la pauvreté n'est pas le phénomène déclencheur de la migration, et ce qu'on sait de plus en plus, c'est que c'est la promotion sociale, c'est l'idée d'être bloqué dans sa vie, dans son parcours, dans sa carrière, qui produit la migration. C'est l'idée d'aller chercher ailleurs ce qu'on ne trouve pas chez soi. Et paradoxalement, du coup, les logiques de développement produisent de la migration. Donc, on est dans une espèce de paradoxe aujourd'hui. Moi, je pense que c'est très positif, les politiques de développement, peu importe. Y compris parce que ça perturbe beaucoup les jeux d'élite. Lisez le travail de Thomas Lacroix là-dessus, sur le Maroc, c'est très intéressant, qui montre comment, précisément, quand les migrants
installés, j'ai le mot outsiders, c'est pas outsiders, c'est le contraire d'outsider. Quand les migrants installés s'occupent de développement et d'associations, ça perturbe complètement les logiques de notabilité, de élite locale, etc. En gros, ça, voilà. Et donc, c'est assez intéressant du point de vue, y compris politique. Mais donc, il y a là ce paradoxe sur pauvreté et pas pauvreté, sur les jeux de développement qui est assez pervers. La dernière question, c'était sur les smugglers, sur les contrebandiers. Je n'ai absolument pas parlé de contrebande, hein, si c'était ça dont on parlait. Les gens dont je parle qui font du commerce sont des gens qui circulent très légalement. En situation irrégulière. Voilà, irrégulière, en situation irrégulière. Ce qu'on appelle sans papier et clandestin. Ah bah c'est parce que c'est deux mots qui sont utilisés de la même manière en France. Bien sûr, nous on parle de situation irrégulière, en situation irrégulière. Je voudrais juste ajouter 2 ou 3 petites choses de ce qu'a dit Michel sur les migrations et ses effets, hein, d'un point de vue à la fois historique et sociopolitique. Je crois que c'est les travaux de Sayad qui montrent en gros que l'émigration et l'immigration, c'est une remise en tant qu'émancipation du national, c'est-à-dire qui montre une autre voie qui est une voie d'émancipation de l'État-nation ou du nationalisme unitariste, moniste qui s'est développé dans les pays du Sud. L'émigration et l'immigration perturbent l'ordre national. Elle montre une autre voie d'émancipation. Et elle est subversive. Elle remet en cause l'ordre national. Et de ce point de vue-là, les nouveaux migrants, quand ils commencent à avoir des rapports au pays d'origine, à commencer à développer, etc., d'abord, ils se professionnalisent aujourd'hui et ils ont posé des questions du point de vue des révoltes arabes aux États-nations et aux pouvoirs locaux. Si bien que l'Égypte, par exemple, l'Algérie, voire le Maroc encore, pas encore, ont remis en cause les lois sur les associations. Parce que les lois sur les associations permettaient de mettre en place des associations liées à l'étranger. Et ça permettait aux associations, aux forums, aux associations de développement ici, de faire des choses dans les pays d'origine et d'éveiller finalement les consciences, de travailler dans des rapports de solidarité. Et l'Égypte a dit « halte » au rapport entre les associations, aux ONG à la fois migrantes et aux ONG internationales, de ne pas travailler avec. Et aujourd'hui, on a sorti des lois liberticides, l'Algérie également. Alors, d'un point de vue donc disons, de rapport au développement, on voit bien que les jeunes, disons, de la deuxième, voire il y a même des associations où il y a du mixte, c'est-à-dire des enfants de la deuxième ou la troisième génération et des nouveaux migrants qui se mettent ensemble pour développer des activités vis-à-vis des pays d'origine. Hein. Et ce processus est extrêmement positif. C'est ce qu'on a appelé le brain gain, c'est-à-dire des gens qui sont partis et qui reviennent pour développer des processus, des activités de développement. Voilà, en gros, donc, dans ce va-et-vient, ces associations, ces ONG, se professionnalisant et développant des projets, remettre en cause les pouvoirs autoritaires du Sud. Le Maroc, je disais moins, parce que ça apparaît un peu complémentaire à ce que fait le Maroc. Il n'a pas la honte. Pardon ? Voilà, il a une politique que n'a pas les autres pays de ce point de vue-là. Et en plus, il n'a pas la rente, donc ça lui permet effectivement de compléter les... Oui. Merci beaucoup. Juste pour préciser, s'il y a eu un usage du mot illégal, je crois que personne n'a une autre opinion que la vôtre sur la question. Et donc, je vous propose c'est une publication d'une association qui est à Bruxelles, qui s'appelle PICOM, Platform for Cooperation on Undocumented Migrants.
Et donc, c'est une façon de ne pas utiliser, comment ne pas utiliser le mot illégal. Et derrière, vous avez les mots possibles dans toutes les langues européennes pour remplacer cela. On va peut-être arrêter là cette présentation, mais merci d'être venu. Merci. Voilà.